ça y est. Ah, il se sent voilà. C'était prévisible. Les profs, c'est champions du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il passe. Et il se touche. Quel con. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. C'est le 17e épisode de cette saison 2021. Et nous sommes en Turquie, à Istanbul, pour le 16e Grand Prix de la saison. Et avec moi, même si je n'arrive plus très bien à voir clair avec toute cette fumée dans les bains turcs, je retrouve Niki Lambda. Comment vas-tu, Niki ? Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Écoute, ça va très très bien. Pour rester un petit peu dans les clichés, on vient de sortir du kebab là, on peut le dire. Donc c'était très bon et j'ai hâte de débriefer ce Grand Prix de Turquie du coup. Ok, et puis aussi avec nous Gerhard Berger. Toi aussi, comment vas-tu ? Salut à tous. Salut Jacques. Ça va super. Moi, c'est la fumée du narguilé aussi à travers laquelle on essaie de s'apercevoir. Ok, alors vous avez vu, pour cette émission, on a Niki Lambda avec nous, Gerhard Berger, Jacques Lafritte, moi-même, et puis Fernando Gaspacho n'a pas pu sortir des stands, tout comme Charles Carrefour. Les deux sont visiblement en plein brainstorming avec leur team. Et puis pour les auditeurs qui se demandent où est Olivier Pastis, notamment, nous aussi on se pose la question. On aimerait bien qu'il revienne pour une fois autour du barbecue pour une émission. En tout cas, on se retrouve à Istanbul. Et donc, après le Grand Prix de Russie, qui avait vu la victoire d'Hamilton et la deuxième place de Max Verstappen, après sa remontée fantastique, on se retrouve en Turquie. Et donc là, maintenant, actuellement, à l'aube de ce Grand Prix de Turquie, on a Lewis qui mène de 2 points au championnat du monde des pilotes. Mais on vient d'apprendre que lui aussi, tout comme Max Verstappen en Russie, il change son moteur et donc il va être rétrogradé de 10 places sur la grille. Et comme tout bon barbecue F1, on va commencer à parler des qualifications de ce Grand Prix qui ont eu lieu le samedi après-midi. Et alors, pour faire dresser un peu le tableau de ces qualifications, on nous annonçait une probabilité de pluie de 100% sur les qualifications. Bilan des courses à l'issue des qualifications, il n'y a pas eu de pluie. Et puis, je vais vous annoncer un petit peu les résultats de ces qualifs. C'est première place d'Hamilton. Alors, je l'ai dit précédemment, on savait qu'il changeait son moteur et donc il serait rétrogradé de 10 places. Mais en tout cas, premier, donc il est 11e sur la grille pour le dimanche après-midi. Deuxième, Bottas, donc les deux Mercedes qui trustaient les 2 premières places de ces qualifications. Troisième place de Max Verstappen. Quatrième place de Charles Leclerc. Très belle 4e place. Et puis 5e, Gasly aussi. Très beau résultat pour Pierrot. 6e, Alonso sur Alpine. Très, très, très bon résultat aussi pour Alpine. Un peu surprenant d'ailleurs. Et puis 7e, notre ami Pérez, coéquipier de Max Verstappen. Pas terrible, mais il est en Q3 avec Norris en 8e position. Stroll, 9e place. Tsunoda, 10e. Pour une fois, à noter que notre ami Esteban Ocon n'a pas réussi à se hisser en Q3, est éliminé en Q2, et puis aussi Russell pour une fois qui n'arrive pas à passer la Q3 et signaler cette performance de Schumacher qui pour la première fois arrive à se hisser en Q2. Je vais poser directement la question à Niki. Qu'est-ce que on sait que c'était ce circuit d'Istanbul qui était pour les Mercedes. Ça n'a pas trompé son monde en qualification, non ? Oui, tout à fait. Et puis, on va pas trop spoiler non plus la suite du barbecue, mais Mercedes, vraiment, ils ont clairement dominé les débats, je trouve, tout le week-end. Donc oui, en qualification, Hamilton, Bottas, P1, P2, ça, c'était net et sans bavure. Après, sinon sur les qualifs, moi j'ai bien aimé quand même la 5e place du coup, la 6e place en qualif de Alonso, du coup qui remonte d'un cran sur la grille de départ. C'est ça. Donc c'était quand même pas mal de le voir à cette place-là devant certains pilotes qui nous avaient habitués à être du coup un petit peu plus haut cette année, notamment Pérez et Norris. Donc et puis Tsunoda quand même belle perf, je trouve
du japonais déjà de se hisser en Q3 et puis du coup de partir en 9e position sur la grille le dimanche. Ouais, alors un point que j'avais pas cité, c'est que tout comme il y a eu pas mal sur ces derniers Grands Prix, pas mal de changements de moteur. Et puis on avait donc justement, on savait que Sainz allait changer de moteur ou avait changé de moteur et que donc ça lui servait à rien d'essayer d'accomplir une grosse performance en qualification et que donc il n'a servi qu'à faire l'aspiration à Leclerc, notamment pour son tour chrono. Gérard, toi, ton sentiment aussi sur ces qualifications, on peut noter quand même que les performances des McLaren sont un peu en retrait en termes de performance, mais j'imagine que tu as aussi d'autres choses à dire. Ouais, alors juste pour revenir sur Hamilton, en fait, il change pas son moteur complètement, il change qu'une partie et c'est ce qui fait que il ne part pas de la fonte grille, mais juste 10 places de pénalité, enfin juste entre guillemets. Donc c'est là. Et, par exemple, c'est très différent de ce qui s'est passé pour Verstappen et Leclerc au dernier Grand Prix et pour Sainz et Ricciardo pour le Grand Prix de Turquie, qui eux ont changé la totalité du moteur et donc qui partent de la fonte grille. Mais effectivement, alors McLaren un peu décevante, mais je crois que elle s'y attendait. Ils aiment pas trop visiblement ces virages, ces longs virages à moyenne vitesse. Ça s'y est pas trop à leur voiture et c'est ce qu'on a pu voir avec Ricciardo qui, je sais plus si on l'a dit, n'arrive pas à se hisser en Q2. Finit 16e en Q1 et c'est d'ailleurs ce qui va faire que l'équipe va lui changer son moteur, enfin prendre l'opportunité pour lui changer son moteur parce qu'il paraît que effectivement 5 places quoi. Donc 4 places. Donc du coup un peu décevante oui, ce qui fait un petit peu le jeu des Ferrari avec Leclerc qui arrive quand même à se hisser en 4e position. Alors que Norris, lui, est aussi un peu à la peine en 8e position. À noter toutefois que, et comme tu l'as dit, très bon jeu d'équipe des Ferrari, où Sainz fait un chrono pour la Q1, passe en Q2, mais sort pas des stands jusqu'au moment où on sent que potentiellement pour Leclerc, en pneu médium, ça allait être un petit peu juste, et à ce moment-là, il sort des stands, va lui faire l'aspiration et comme ça Leclerc confortablement se qualifie en Q3. Donc c'était assez bien joué, c'était aussi un peu original entre guillemets, un peu savoureux à voir en fait dans des périodes de qualif où c'est plutôt toujours les gens qui font leur plus gros chrono en essayant de se faire l'aspiration l'un l'autre et puis c'est tout quoi. Là en l'occurrence il y a un vrai développement d'équipe où Sainz a finalement rien à perdre et juste à tout faire pour que son coéquipier puisse être au plus haut. Donc ça c'était assez rafraîchissant à voir. Très bonne performance de Gasly aussi. J'ai beaucoup aimé la 5e place. Enfin après, Gasly, j'ai presque envie de dire, ça devient un peu naturel. On le voit tout le temps. C'est ça qui est incroyable. Hein. Et ça en devient de moins en moins extraordinaire et de plus en plus banal, quoi. Un peu comme à l'époque revoir Russell en Q3, alors que même si je suis pas toujours très tendre avec Russell, c'est vrai que c'est pas non plus. Je pense que c'est une très grosse performance des pilotes. On s'habitue facilement au luxe, hein. Mais en plus, on peut signaler, si on va un peu dans le détail concernant notre grand ami Pierre Gasly, que et à quelques virages près sur le dernier secteur, il aurait pu monter encore plus haut dans les résultats de cette qualif. Hein. Il était vraiment pas loin. Ouais. J'ai pas vu le détail du Tour de Pierre et je vois pas trop des virages dont tu parles, mais oui. Et de la même manière, par exemple, je pense que c'est aussi ce qui coûte à Russell son non passage en Q3. Où un peu comme Leclerc finalement se prend les pneus dans le pinceau au dernier virage et il sort, je pense. Hein. Il sort de la piste, non? Un truc comme ça. Il sort de là. Enfin, ouais, je crois qu'il fait un énorme survirage et finalement il perd énormément de temps. Alors, pas comme Leclerc qui lui va carrément faire un tête à queue et puis dans son tour est pourri. Et c'est là en fait où d'ailleurs Sainz, je crois, rentre en piste pour aller lui faire son tour de Q2. Russell effectivement perd 3 secondes et c'est ce qui lui coûte la Q3 probablement. Ok. Est-ce que vous avez un point peut-être, Niki? On a quand même vu que justement, tu l'as signalé, que ça faisait plaisir de voir un Fernando Alonso en 6e position.
sur ses qualifications. En revanche, Esteban Ocon, 12e position. Là, on a quand même toujours ce débat, même si Esteban a quand même remporté un Grand Prix, ce qui est un exploit assez sensationnel cette année. L'écart a tendance, en termes de performance pure, un peu se creuser de façon surprenante. Là, on peut quand même aussi considérer que c'est Fernando qui a surperformé sur ses qualifications. Ouais, bien sûr. Comme tu dis, comme tu le dis très justement, Alonso a un peu surperformé sur ses qualifs. Après, j'ai envie de te dire, Ocon, c'est pas non plus si étonnant que ça. Si on reprend un petit peu la chronologie depuis le début de la saison, au début, ses performances à lui étaient meilleures que celles d'Alonso, mais parce que Alonso découvrait la voiture, découvrait l'écurie. Ils ont apporté quelques modifications de réglage. Là, Ocon s'est retrouvé dans le dur et il a gagné un Grand Prix. Alors, personne ne va lui enlever, mais un petit peu, comment dire, par presque par hasard. Il y a des circonstances de course. Il y a des circonstances qui font qu'il se retrouve un petit peu comme Gasly à Monza, ou c'était à Monza l'an dernier, où voilà, il y a des circonstances de course qui font qu'il se retrouve en position de gagner et tout se goupille bien et voilà, il part. Après, il faut être là, il faut être là, il faut avoir voilà, ce que je veux dire, c'est que personne ne va lui enlever, mais sur ce week-end-là, Alonso est énorme et en termes de pilote, enfin de performance de pilote, à la limite la performance de pilote d'Alonso sur le week-end où Ocon gagne son Grand Prix, la performance d'Alonso est meilleure en fait. Et depuis c'est un petit peu ça qu'on voit, c'est que Alonso s'illustre bien plus que Ocon. Malheureusement, enfin voilà, si on est un petit peu chauvin, on peut dire malheureusement quoi. Mais malheureusement, voilà, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué pour Ocon en qualif. C'est pas la première fois. J'ai l'impression qu'il a un petit peu de. Oui, il était bloqué à un moment donné, et là, ça a l'air d'être un peu revenu sur ce Grand Prix. Et d'autant qu'effectivement, on peut se dire que si son coéquipier arrive à sortir des performances comme celle-ci et se hisser en P6. En qualif, il doit pouvoir être capable de faire la même chose, mais bon, après c'est des choses qui arrivent aussi, et puis voilà, hein, moi je trouve un peu sévère sur sa victoire. Après, il y a évidemment des circonstances quand on n'est pas dans les top écuries, mais il faut quand même être au rendez-vous, et en tout cas sur sa course, il avait vraiment été parfait au volant de son Alpine pour remporter la victoire. Il avait su résister tout le Grand Prix, c'était plutôt beau. Bah, écoutez, maintenant on va passer tout de suite à la course. Et donc on avait vu, comme je l'avais dit, sur les qualifs, il était censé pleuvoir, il n'y avait pas plu. Et puis sur la course, au final, quand il a fallu donner le Grand Prix, le départ du Grand Prix, la piste était détrempée et tout le monde est parti en pneus intermédiaires. Avec effectivement, en final, ça a été un peu l'histoire de la course. C'était la gestion des pneus intermédiaires qui se sont au gré des virages et des tours transformé en slick. Ça a été un peu le piment de la course, et en fait un des attraits principaux de ce Grand Prix d'Istanbul a été un peu de voir si Lewis Hamilton serait capable de faire un peu la même remontée que Max Verstappen sur le Grand Prix de Russie. Et le fait est que ça a été un peu plus compliqué pour lui que pour Max. Est-ce que Gerhard, tu as envie de nous parler de ce Grand Prix qui au final s'annonçait vraiment prometteur, et ça s'est révélé un peu insipide, hein, non? Ouais, tout à fait d'accord. On est parti en se disant chouette, il va pleuvoir pas trop, pas comme en Belgique, donc on va pouvoir avoir un départ et ça va être cool parce qu'il va y avoir des stratégies un peu différentes entre les pilotes. Il va y avoir des événements de courses qui vont faire que ça va donner un petit peu d'aléa dans les classements. Ça va pouvoir. Donc, et finalement, effectivement, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, mis à part Carlos Sainz qui nous fait une remontada extraordinaire, qui rappelle un peu la remontada de Leclerc en début d'année quand il était parti, qu'il avait bousculé Gasly, qu'il avait dû rentrer au stand et qu'il était reparti dernier sur la piste. Donc très bonne performance de Sainz. Mais c'est vrai que mis à part un peu de spectacle de ce côté-là, un peu de spectacle côté Alonso, un tout petit accrochage de rien du tout au premier tour. Il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression, qui s'est passé, à part effectivement.
Oui. Oui, je peux faire un bilan quand même de la course. C'est un Grand Prix où tout le monde a fini. J'ai dégoté une stat, c'est que ça n'est que la 12e fois de l'histoire de la Formule 1 que tout le monde finit un Grand Prix. Et puis, je vais peut-être faire un peu les positions quand même. On va directement dire que Bottas, qui avait réussi à justement sécuriser cette pole position après la rétrogradation d'Hamilton, Bottas s'est imposé. Et avec une deuxième place de Verstappen et une troisième place de Perez. Quatrième Leclerc sur Ferrari, Hamilton en 5e position. Donc, il n'a pas réussi à rééditer la performance de Verstappen sur le Grand Prix précédent. Et puis, on a une belle 6e place de Gasly, 7e Norris, 8e Sainz, qui était parti en fond de grille, et un 9e Stroll sur Aston Martin, et une 10e place de notre ami Esteban Ocon. Et effectivement, vous avez bien entendu, Alonso n'est pas dans ce top 10, il n'a pas fini dans les points. Ça, c'est dû à ce que Gerhard a qualifié de petit accrochage de rien du tout avec Pierre Gasly au premier tour, mais au final, ça l'a mis tout de suite en dernière position après cette touchette de Pierre sur Fernando. Et d'ailleurs, Pierre a pris une pénalité de 5 secondes à l'issue de cet accrochage. Mais c'est vrai que ça a été un peu le piment du départ. Fernando était un peu énervé à l'issue de ça, et il a d'ailleurs lui-même fait à peu près la même chose sur Schumacher. Et d'ailleurs, il s'est vu lui aussi sanctionner une pénalité. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que toi t'as retenu, Niki, de ce Grand Prix? C'était quand même cette question de pneus intermédiaires qui se transformaient en slick, et puis cette piste qui s'asséchait, mais pas trop quand même, et puis par moments et pas d'autres moments. C'était un peu ça en fait l'opéra de ce Grand Prix. En dehors de ça, pas grand-chose, tout à fait. Ouais, exactement. C'était entre guillemets la seule inconnue qu'on avait, c'était ça, c'était est-ce que la piste va sécher ou pas, et est-ce que comment bien s'arrêter, et est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas, est-ce qu'on passe sur des slicks ou pas. Bon, il y a eu un petit peu d'animation, voilà, au moment des arrêts au stand, mais c'était pas non plus c'était pas un Grand Prix avec un spectacle incroyable. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On est comme tu le disais tout à l'heure sur les performances de Pierre Gasly, on s'habitue au luxe. Là, on a quand même été pas trop mal servi niveau spectacle toute la saison. Donc bon, un Grand Prix moyen de temps en temps, bon, ça nous rappelle la Formule 1 d'il y a quelques années où là c'était des Grands Prix moyens sur 15 ou 16 courses. Après, bon, là, ce qu'on peut noter, c'est que la remontada, en tout cas la tentative de remontada d'Hamilton avait plutôt bien commencé. On l'avait vu faire quelques dépassements, puis après buter sur Tsunoda, qui avait un peu résisté de façon pas plutôt propre, hein. C'était un bon duel, et puis après, ça a été plus compliqué pour Hamilton de remonter, et c'est là qu'est intervenue justement en particulier cette gestion des pneus, et presque un peu on va dire l'acmé du spectacle de ce dimanche après-midi. Et c'était un peu les audios de Lewis Hamilton avec son équipe qui lui disait écoute, Lewis, c'est bien, mais là faut s'arrêter. On a vu que l'ami Charles Leclerc, il essayait de continuer bon gré mal gré avec ses pneus jusqu'au bout, mais en fait la performance baisse et ça va pas le faire. Il faut que tu t'arrêtes. Et Lewis a pas eu envie de s'arrêter, et puis mais par contre il a dû le faire à quelques tours de la fin. Après, ça a duré quoi? Ça a duré trois tours, je crois, l'affaire où on voyait les mécanos qui sortaient, qui re-rentraient, Lewis qui disait non, je veux rester. Ça a duré 3-4 tours. D'ailleurs, on a appris effectivement que maintenant c'était autorisé, hein, pour les mécanos de sortir puis de re-rentrer. Il y avait plus, on a le droit de faire du bluff. Mais au final, Gerhard, qu'as-tu pensé de cette stratégie Mercedes? Est-ce que moi, c'est mon avis, je vais le dire, moi qui suis plutôt dans la team Lewis, j'ai trouvé qu'au final, c'est l'ego de Lewis qui a quand même coûté peut-être quelques places sur le classement final de ce Grand Prix à Mercedes. Ouais, j'ai partagé son avis. Lewis, on lui dit, écoute Coco, il faut peut-être rentrer, comme tu l'as dit. Il dit non, je le tente, non, je le sens bien, non, on reste dehors. Après, moi, un truc que j'ai pas trop compris, c'est que je pense qu'on n'a pas eu tous les messages radio, mais le message où on lui dit tu rentres, il a l'air ultra calme, ultra posé. Il fait on rentre maintenant. Ok, bon, je rentre maintenant. Donc, ce qu'avait l'air de dire Johnson Button au micro de Sky,
c'est que probablement il y a eu un petit peu de perte d'information ou perte de communication entre l'écurie et Lewis pour lui dire, écoute, tu vas pas y arriver comme ça. En gros, tu vas perdre 10 places s'il continue comme ça à vouloir aller jusqu'à la fin. Là, tu vas rentrer. Malheureusement, tu vas ressortir en cinquième position, alors qu'il était, je crois, troisième à l'époque. Il était troisième, ouais. Au moment où il est allé au stand, il était troisième. Et tu vas ressortir derrière Leclerc, je crois, Ouais, du c'est coup, ça, à ce moment-là. Cinquième, ouais, c'est ça. Et juste devant Gasly ou pas loin de Gasly, quoi. Et ça, en fait, je pense qu'il a pas réalisé, et c'est ce qui aussi fait que je pense qu'il était vénère. C'est-à-dire que il a pas réussi, je pense, à se mettre un peu entre guillemets en condition pour dire bon bah finalement j'ai parié et j'ai perdu. Il va falloir que j'accepte le fait que il faut limiter la casse maintenant et potentiellement viser une cinquième position, pas plus. Je pense qu'il y a ça qui joue, mais effectivement sur le fond, c'est lui qui veut pas, tout comme Leclerc qui, je pense aussi, se dit c'est probablement possible d'aller jusqu'à la fin et qu'il avoue après la course et qui dit bon bah on a testé. Je pense que c'était différent dans son esprit comparé à Sochi où il était plus dans une logique où il voulait aller jusqu'à la fin coûte que coûte. Là, c'était plus un choix raisonné avec l'équipe. On dit on va tester un truc. Si jamais on a raison, ben on va finir premier. Sinon, bon bah tant pis, on aura testé. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, il finit P4. Il aurait pu potentiellement briguer à P3, peut-être. Mais bon, c'est pas. Il limite bien la cache, je trouve, sur ce coup-là. Après, les enjeux sont pas les mêmes. Hein. Les enjeux sont pas les mêmes entre un Hamilton et un Leclerc. Hamilton, il joue quand même le championnat du monde des pilotes. Je suis d'accord, mais Leclerc joue la course avec McLaren aussi. Hein. Oui. Et une troisième place, je ne me rends pas compte combien rapporte en plus la troisième place par rapport à la quatrième, mais je pense que c'est pas, ça reste un enjeu quand même pour Leclerc. Oui, mais bon, après, moi, je trouve que toujours, justement, la partie stratégie de course est quand même assez intéressante. On a tous envie, en tant que fan des pilotes, et se dire que c'est des gens talentueux qui sont capables d'avoir un peu ce sixième sens pour savoir, malgré tous les mecs devant leurs ordinateurs, sur le paddock, qui font tous les calculs pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Et le pilote, lui, qui est qui tient le volant entre ses mains, lui, c'est mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. En fait, c'est impossible déjà quand on est devant sa télé de suivre un peu toutes les stratégies différenciées de chacune des équipes. Là, on a vu d'ailleurs, ce qui était remarquable, c'est que au final, Hamilton est contraint de rentrer au stand parce que les performances sur les intermédiaires étaient en plein effondrement. Et il ressort et là, il se met à rattraper Leclerc. On se dit, il va pouvoir le doubler. Il est à un virage, on va dire, de le doubler parce qu'il y a ce phénomène de graining sur les nouveaux pneus. Et c'est pile à ce moment-là que ce phénomène-là s'arrête, que le graining se barre et ce phénomène-là se met à apparaître sur les pneus de Lewis Hamilton et il se fait quasiment rattraper par Pierre Gasly. C'était assez marrant ça. T'en as pensé quoi toi, Niki ? Alors sur le phénomène de graining, les quelques minutes là dont tu parles, je t'avoue, j'en ai pas pensé grand-chose, mais ça me fait quand même penser à un truc, c'est tous les quand on le voit, c'est les striking distance là, les prédictions qui sont fournies par AWS où ils disent voilà, un tel va rattraper un tel dans 4 tours et ça va être facile pour lui de dépasser. Et il y aura quand même un paramètre qui n'est pas du tout pris en compte par ça, c'est l'usure des pneus et comment les pneus réagissent par rapport à la piste. Et il y a plein de choses qui sont à critiquer chez Pirelli, notamment quand on avait eu, je sais plus quel Grand Prix c'était, mais Stroll qui se met dans le mur tout seul, puis Verstappen aussi à cause des pneus qui explosent. Voilà, il y a quand même des pneus qui se dégradent extrêmement vite. C'était Bakou, je crois. C'était peut-être Bakou, ouais. Bref, toujours est-il que ça nous apporte quand même un petit, il y a quand même une part d'incertitude. Et moi, c'est pas pour me déplaire, c'est-à-dire que voilà, ils ont beau avoir les meilleurs ingénieurs, du monde derrière les écrans, l'usure des pneus, ça reste quand même assez aléatoire, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est quand même difficile pour eux parfois de prévoir ça.
Et notamment tout ce qui est, comme tu viens de le dire, Bah oui. phénomène de graining et tout, ça, c'est quand même difficile à prévoir. Après, là, je trouve que ouais, excuse-moi, Niki, mais là, pour le coup, pour ce Grand Prix, on dirait que c'est quand même le Grand Prix où c'est les ingénieurs qui avaient raison, à part peut-être pour notre ami Sébastien Vettel, qui lui a tenté de partir. C'était compliqué. Il a voulu quitter les pneus intermédiaires et qui s'est retrouvé sur la piste comme sur une patinoire et qui a juste fait un tour comme ça. Parce que c'était pas possible de rouler en médium. Il a perdu. Il était 10e. Je crois qu'il était 10e quand il rentre au stand ou 9e. Et au final, il termine 18e. Il finit devant le dernier. C'est ça. Mais après, là, voilà, c'est pareil. C'était une sorte de pari. On avait cette piste qui séchait. Ils se sont peut-être dit que ça serait dur pendant quelques virages au départ. Et puis, en fait, c'était une stratégie complètement catastrophique. Comme quoi, effectivement, les ingénieurs, ils ont tout leur tableur ouvert, leur graphe et tout ça. Et puis, ils sont quand même capables de faire c'est une bourde, hein, pour moi. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit les ingénieurs, en l'occurrence. Hein. Je pense que c'est Vettel qui le dit d'ailleurs à la radio à un moment. On lui demande est-ce que tu penses que c'est bon pour les slicks? Il fait ouais, je pense que c'est bon pour les slicks. Je pense que c'est un peu lui aussi qui a dû pousser pour. Mais ça, bien sûr. On n'a pas grand-chose à perdre. On est peut-être 10e. Au pire, on gagne 1 point. C'est quoi nos concurrents directs? Je pense qu'il vaut mieux qu'on tente les gros points. Et à ce moment-là, testons ça. Et puis si ça marche pas, on a perdu 1 point, quoi. Ok. Je sais pas. Je pense que c'est probablement cette logique-là. Ils ont bien fait de le faire. Hein. Au final, ils ont bien. Enfin, non, parce que ça n'a pas fonctionné, mais ça aurait fonctionné. On aurait dit que c'était génie et Vettel aurait peut-être fait P3, P4, on ne sait pas. Ou il aurait peut-être pu gagner. Enfin, on n'en sait rien. Il aurait ramené des gros points. Là, au final, il finit 18e au lieu de finir 10e. Bon, voilà, ils auront tenté au moins. Et d'ailleurs, à noter que Ocon, du coup, finit 10e, mais lui sans s'arrêter. Exact. Donc, il a fait tout le Grand Prix avec son train de pneus. Par contre, et c'est là où je te rejoins sur la stratégie d'Hamilton, c'est que dans les derniers virages, il était vraiment pas loin de se faire rattraper. Oui, Ocon, tu veux dire. Ocon, à 2 virages près, il se serait fait passer par Ricciardo. Ouais, c'est ça. Donc, après, est-ce que ça serait pas le premier pilote de l'histoire à faire un Grand Prix sans s'arrêter, Esteban? Je sais pas du tout, j'ai pas du tout la. Ça peut être une bonne statistique. Ça a dû arriver, ça, quand même. Peut-être, je sais pas. En tout cas, sur les dernières années, ça n'est pas le cas. Est-ce qu'on ferait pas un petit bilan là, Red Bull, Mercedes? On peut noter, on va dire 2 points principaux sur cette rivalité Red Bull-Mercedes à l'issue de ce Grand Prix. C'est que, voilà, ça y est, Max Verstappen a repris la tête du championnat des pilotes avec 6 points d'avance, lui qui en comptait 2 avant le départ du Grand Prix. Et puis, on a vu peut-être le réveil des coéquipiers de Max et de Lewis, puisqu'on a un Bottas qui remporte cette course et qui a vraiment globalement été très, très en sécurité sur tout ce week-end et qui a vraiment tenu son rôle. Et puis, un Pérez qui finit en 3e position, là où il est censé être depuis le début du championnat et là où il n'avait que rarement parvenu à être. D'ailleurs, maintenant, quand on parle de Pérez, si en tout cas en écoutant, en regardant le Grand Prix sur Canal, là, ils disent que c'est vraiment une mauvaise saison pour lui. On prend plus de gants pour qualifier les performances sur cette saison. Comment vous situez maintenant le duel Mercedes-Red Bull? On peut noter quand même que, moi c'est mon sentiment, les Mercedes ont eu un net regain de performance, certainement favorisés par des Grands Prix peut-être plus adaptés à ces monoplaces, mais voilà, des performances en hausse, mais peut-être un Lewis Hamilton en surchauffe, non, Gerhard? C'est pas la première fois qu'on le voit, effectivement, Hamilton, dès que tout va bien, aucun souci, il est très content, et dès qu'il y a un petit peu de difficulté, un petit peu de contrariété, on va dire, tout de suite, ça sort les grands chevaux et ça engueule son équipe. Et c'est vrai que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu les années précédentes. C'est vraiment la première fois cette année que je découvre un peu un Hamilton qui peut être aussi sanguin lors d'une course et dont on peut voir qu'il limite presque à perdre son sang-froid dans les situations où on attendrait de quelqu'un qui a je sais plus combien d'années d'expérience et combien de titres de champion du monde d'avoir un peu plus de sang-froid dans ces situations-là.
Après, effectivement, je pense qu'il voit je crois que c'est son 8e titre. Il brigue pour le 8e titre ou le Ouais, 9e, fait, je sais jamais. C'est ça, ouais. 8e titre. Il voit son 8e titre potentiellement un petit peu, je sais pas, partir à l'horizon. Je suis pas convaincu. Là, partir à l'horizon. C'est là qu'on peut faire quand même les gros pronos. Les gros pronos du gros barbecue F1, c'est au final, là, il reste 6 Grands Prix. Prochain Grand Prix États-Unis. Ensuite, on est sur Mexico, Sao Paulo. Le Grand Prix du Qatar, le Grand Prix d'Arabie Saoudite et pour finir Abu Dhabi, 6 Grands Prix. On a 6 points d'écart à l'avantage de Max Verstappen. Qui va gagner le championnat? Je te pose la question, Niki. Là, c'est comme tu dis, c'est les gros pronos. Les gros pronos. Moi, je vois bien Hamilton quand même. Je sais pas pourquoi ni comment, mais bon, je vois bien Hamilton quand même. Et toi, Gerhardt? Moi, j'ai appelé Madame Irma ce matin, elle m'a dit que c'était Hamilton aussi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de membres de la famille Hamilton parce que moi aussi, la team Hamilton, mais parce que moi aussi, en fait, c'est plus un choix de supporter. Hein, c'est celui que je préfère entre les deux. Mais effectivement, moi qui l'aime bien, je trouvais que sur ce Grand Prix, il aurait pu grappiller quelques places s'il avait fait confiance à son équipe. Et puis c'est vrai que je partage cet avis. Hein, sous pression cette année, ça a l'air d'être plus compliqué que les années précédentes pour Lewis. Mais sinon, vous avez quelque chose à dire aussi sur les coéquipiers qui vont jouer une place quand même prépondérante. Sur les prochains Grands Prix, on pouvait justement, Bottas était là pour empêcher Verstappen de remporter ce Grand Prix avec une voiture certes plus performante, mais en tout cas il avait réussi à avoir la P2 à l'issue des qualifs. Il a tenu tout son Grand Prix de façon relativement confortable. Et puis on a un Checo Pérez qui est quand même aussi en 3e position, qui aurait pu jouer le rôle du bouchon sur Hamilton, mais qui en a pas forcément eu trop besoin non plus. Un petit avis pour clôturer les grosses écuries. On a eu une belle défense quand même. On a eu un beau duel en piste là, entre Perez et Hamilton. C'était quand même pas mal à voir. Ouais, effectivement, il a pas fait le bouchon très très longtemps quand même. Il y a une séquence assez intéressante en effet. Oui, il a peut-être fait le bouchon pendant plusieurs tours, mais un aussi des faits marquants du Grand Prix, c'était cette défense, le couteau entre les dents de Perez contre Hamilton, où finalement il se fait sortir presque dans la voie des stands. Ouais, c'est juste, oui, effectivement. Il passe derrière le petit plot bleu. Et finalement, arrive en bout de ligne droite après 10 virages, je sais pas combien, un peu moins de 10 virages de lutte, arrive à passer devant Hamilton et à plus jamais s'en faire se faire souci à propos de lui, quoi. Donc non, moi je trouvais que Pérez, pour le coup, j'ai été assez critique et j'avoue j'avais un regard un peu en particulier depuis qu'il a re-signé son contrat avec Red Bull. Je sais pas s'il se repose sur ses lauriers, mais en tout cas c'est vrai que je le trouve un peu moins incisif et pas forcément à ajouter grand chose à l'équipe. Et là il a fait un boulot, moi je trouve, sensationnel dans la défense de Mercedes par rapport à Red Bull et même dans la défense de Max vis-à-vis de Hamilton, parce que c'est lui du coup qui fait barrage de facto pour la lutte après. Ok, bon. Ouais, non, enfin. Et puis Bottas, j'ai vu la stat merguez tout à l'heure sur le Twitter de Radio Merguez & Co, mais Bottas qui est leader du championnat depuis son annonce, depuis l'annonce de son départ chez Alfa Romeo. Ça, c'est beau quand même. Hein. Ouais, comme quoi. 50 points du coup en 2-3 Grands Prix là, non, c'est plus que Verstappen et Hamilton. La Bottas, l'idée de bosser avec Fred Vasseur, ça l'a réveillé, on dirait. Ouais, on va en parler. Je pense qu'on en parlera peut-être en fin de. Mais il y a peut-être des rebondissements du côté d'Alfa Romeo sur l'avenir de l'écurie. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a un Bottas qui part de Mercedes et qui fait des bonnes performances, et puis on a un Pérez qui prolonge chez Red Bull et qui a des performances, on va dire, relativement poussives. C'est intéressant et ça montre quand même que, comme dans tout sport de très très haut niveau, la psychologie a un rôle prépondérant. Mais c'est peut-être le moment de passer à notre rubrique des franchises. Sur ce Grand Prix, on avait déjà évoqué du côté de Gasly des sacrées performances en qualification. Et puis, du côté de Esteban Ocon, c'était plus compliqué, mais quand même, il finit en 10e position en étant
extrêmement rigolo en ayant fini ce Grand Prix sans s'être arrêté avec des pneus dans un état épouvantable, mais dans les points en 10e position, ce qui n'est pas le cas de son coéquipier Fernando Alonso. Gerhard, ton avis sur la performance des Français avec encore un Gasly qui a été s'il avait peut-être pas eu sa pénalité, il aurait peut-être fini devant Hamilton, voire devant Perez. Ouais, d'ailleurs je voulais revenir sur cette histoire de pénalité. Moi je la trouve vraiment je la trouve vraiment sévère. Bah non, mais je suis nécessairement biaisé parce que j'aime bien le garçon et je suis franchouillard avant tout. Mais mettre 5 secondes là, je trouve que c'est un peu c'est très sévère. Il se fait coincer par Perez d'un côté, Alonso arrive de l'autre côté, c'est une piste glissante, c'est le premier virage de la course. Enfin, bon bah si on met des pénalités comme ça, je pense que on aura peut-être potentiellement moins de spectacle après. Et je trouve ça dommage. Alors que je vais pas faire mon anti Alonso, mais sa pénalité sur Schumacher quand il défonce quelques virages plus tard, là celle-ci je la trouve complètement méritée. Hein. Elle a un côté vraiment plus volontaire et assez direct. Il rentre, il cherche même plus à tourner. Je pense qu'il n'arrive pas, mais c'est pas du tout le même cas de figure, quoi. Et les pénalités sont les mêmes. Bon, mis à part effectivement le fait que Alonso a dans la bataille perdu 15 places, quoi. Bon. Ouais, ça. Il a perdu son Grand Prix, quoi. Voilà. Mais non, mais enfin, je trouve quand même que pour Gasly, qui à côté de ça fait une course tout à fait honorable, je trouve que c'était un peu sévère. Et je pense que, en essayant de me mettre à sa place, j'ai pas la prétention de me mettre à sa place, mais je pense que ça doit aussi jouer en me disant bon bah je partais 5e sur la grille du départ, non 4e du coup, je sais plus, 4e sur la grille du départ. Je me prends 5 secondes de pénalité directe. Je sais que bon ça, je sais pas. Je trouve que c'était dur. Ok. Et puis une petite appréciation sur Alpine, Niki. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure là au moment des qualifications. C'est quand même une bonne performance, je trouve, de ramener un point avec Ocon. La stratégie de pas changer de pneus, ça s'est passé au final, de peu, mais c'est passé. Donc bravo à eux pour ça. Alonso, sa course, elle est gâchée par l'accrochage qu'il a avec Gasly au départ, mais ça reste quand même globalement un Grand Prix assez décevant, je trouve, pour l'écurie française. Il ramène au final 1 point, même s'il y a cet accrochage, même s'il y a des faits de course, etc. Tu pars t'as une voiture qui part 5e, tu ramènes un seul point, forcément tu peux être que déçu, je trouve, de ton week-end. Mais malheureusement c'est un peu ce qu'on vit depuis le début de la saison avec Alpine, je trouve. Ils ont vraiment des résultats un peu en dents de scie, c'est un peu moyen, c'est milieu de tableau. C'est moyen. Et c'est pas incroyable, il y a pas vraiment de quoi s'enthousiasmer d'un week-end sur l'autre, tu sais pas à quoi t'attendre. Et là malheureusement c'était un week-end compliqué pour eux, quoi. Mais là, malheureusement pour eux, effectivement, c'était un week-end qui avait démarré sur le chapeau de roue, ou en tout cas qui, à l'issue des qualifications, on était prêt à avoir de belles choses du côté d'Alpine. Et effectivement, ça aurait peut-être été intéressant de voir un Grand Prix sans cette touchette de Pierre Gasly sur Alonso pour voir jusqu'où pouvait aller l'Alpine dans les mains du pilote espagnol. Mais la transition. Je rajouterais même juste quelque chose, c'est que, comme on le voit souvent depuis le début de la saison, c'est que même après les qualifs, tu as Alonso qui est 5e, mais Ocon qui est 12e ou 13e. Donc, tu as toujours un seul pilote sur les deux, tu sais, qui performe. Et c'est très, très rare de te dire d'avoir les 2 pilotes qui sont bien placés et de dire, tiens, ils vont pouvoir réussir à faire quelque chose en équipe. La fois où ils ont pu le faire, ils ont remporté un Grand Prix. Donc c'est quand même toujours un peu décevant de te dire que t'as toujours un peu l'impression que c'est un pilote qui se bat seul contre tous, quoi. Et on peut aussi penser que le milieu de peloton est peut-être un peu serré et soumis quand même à des aléas qui peuvent envoyer devant ou derrière. Mais la transition est toute trouvée, justement, pour rappeler un peu l'état du classement des constructeurs. On a évidemment un Mercedes devant Red Bull avec à peu près 30 points d'avance. Ils sont autour de 400 points. Et puis derrière, on a McLaren
vous l'aurez noté, qui est quand même un peu en baisse sur les 2 derniers Grands Prix. Et puis Ferrari, plutôt bon résultat, voire très bon résultat sur ce week-end. Et puis derrière, après ces 4 constructeurs, on a Alpine en 5e position à 104 points, donc ils sont complètement décrochés de Ferrari, mais qui on va dire, qui est devant un peu le milieu du peloton avec un Alpha Tauri 92 points, tandis qu'Alpine en a 104. Aston Martin qui, eux, sont quand même, pour moi, en chute libre à 61 points et avec un Williams 8e position avec 23 points, sans parler d'Alfa Romeo 7 points et As toujours à 0. C'est l'occasion peut-être de parler des satisfactions de ce Grand Prix. Je viens d'évoquer Ferrari qui est 4e position, qui a définitivement largué toutes les écuries derrière et qui est pas si loin que ça de McLaren. Franchement, Charles Leclerc, Carlos Sainz, c'est cette année et en particulier sur ce Grand Prix, c'est vraiment de la grande qualité. Alors, Fernando Gaspacho n'est pas là ce soir, mais il m'a dit, le seul message qu'il m'a laissé, c'était de bien confirmer qu'il pensait que la Scuderia avait brillamment réussi son week-end. Et qu'en penses-tu toi aussi, Gerhard? Là, c'est quand même beau. Ouais. Et puis, et ce qui est bien aussi avec eux, c'est que ça a l'air d'être quand même constant, parce que mis à part les péripéties de Charles Leclerc, qui d'ailleurs fait qu'il est en dessous de son coéquipier. Parce que pour moi, Monaco, bon, c'est lui qui se met dans le mur, mais c'est quand même pas de chance de se rendre compte le lendemain sur le tour de formation que y a quelque chose qui va mal avec la voiture. Et de la même manière, après avoir fait un super départ, je crois que c'était en Hongrie, se faire défoncer par une boule de bowling derrière, nommée Lance Stroll, ça lui fait quand même 2 grands prix qui potentiellement lui font perdre pas mal de points. En particulier Monaco, où en partant en pole position, probablement que à moins de vraiment te planter, tu confirmes ça avec des gros points à l'arrivée. Tout à fait. Non, c'est 2 pilotes très constants et on le voit, ils rapportent le même nombre de points à l'écurie. Je crois qu'ils sont séparés d'un demi-point. Ouais, ils ont quasiment égalité. Et ça contraste encore une fois avec ce qu'on peut voir entre Norris et Ricciardo. Même si Ricciardo a eu un petit sursaut dans les derniers Grands Prix et qui malheureusement, au vu de au Grand Prix précédent en Turquie, soit c'est juste un passage à vide, soit on recommence à revenir dans les abîmes de performance de la voiture. Où c'était marrant parce que ils ont eu plus ou moins le même début de course, Ricciardo et Sainz, c'est-à-dire que le même départ de course, disons. Tous les deux commençaient du fond de grille, tous les deux étaient plus ou moins avec des voitures qu'on considère équivalentes. Et il se trouve que Sainz a surperformé quand Ricciardo était derrière, à être bloqué derrière les Williams. Donc c'était intéressant de ce point de vue-là, et c'est vrai que c'est pouce vers le haut pour Ferrari sur cette course, et j'espère que ça va encore nous amener des frissons dans les circuits qui viennent pour leur bataille avec McLaren. Ouais, pour la Scuderia. Après, on peut aussi, en plus de tout ça, ajouter que il y a eu un arrêt plutôt poussif du côté de Sainz qui, je pense, lui a coûté quand même, je pense, au moins 5 secondes. Donc, il aurait pu figurer encore plus haut dans le classement final. Mais est-ce que, alors c'est peut-être un peu technique et j'avoue, je pose la question parce que j'ai pas la réponse. Mais est-ce que il y aurait pas aussi un petit coup du côté des évolutions de la Ferrari? Là, ils ont justement changé les moteurs et les performances étaient plutôt au rendez-vous, non? Niki, je sais pas si tu peux répondre à la question parce que les infos sont très partielles sur ce sujet, mais c'est du costaud. J'ai pas cette info. Par contre, effectivement, les performances étaient bonnes. Bon, Leclerc s'est fait. Il me semble quand même que Leclerc s'est fait manger par Pérez quand même assez facilement, je crois. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il se fait. Mais il était encore sur ses anciens pneus, non? Ah, c'est possible. Il était peut-être encore sur les anciens pneus. Mais oui, comme tu le dis. Alors après, on sait quand même que pour un peu nuancer sur les performances des McLaren, on sait que McLaren cette année, ils ont fait un choix radical. Ils se sont dit, nous, on va prendre tous les grands prix où il y a des longues lignes droites, où il faut une grosse vitesse de pointe. Et comme tu le disais, Gerhard, tout à l'heure, là, le Grand Prix de Turquie, avec des virages à vitesse moyenne, moyen. Oui, voilà, c'est à vitesse moyenne. Ça leur convient vraiment pas du tout. Donc, je pense que de toute manière, ils avaient fait une croix sur ce Grand Prix. Par contre, Ferrari, c'est très très
très très encourageant. Surtout si on compare encore plus par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans quand ils étaient en perdition, on les pensait au fond du trou. Et là, au final, ils sont à la bataille pour être troisième au championnat des constructeurs parce qu'ils ont, que je regarde mes notes, ils ont 8 points d'écart avec McLaren. Donc en fait, ça va être indécis. Ça risque d'être indécis jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ouais, tout à fait. Donc super. Enfin, ça fait toujours plaisir, surtout en plus pour une écurie historique comme Ferrari, quoi. Ouais. Bon, après, on peut aussi noter que voilà, c'est deux belles écuries avec 2 beaux duos de pilotes, hein, parce que Norris et Ricciardo, c'est quand même assez sympa, et Charles Leclerc et Carlos Sainz, c'est sympa aussi. En tout cas, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres satisfactions sur ce Grand Prix? Donc on a cité justement Ferrari, on a peut-être les performances, en tout cas la solidité de Red Bull, hein, sur ce Grand Prix, que ce soit au niveau des arrêts, des stratégies, des pilotes. Alors juste pour apporter une petite rectification sur ce qu'on a dit précédemment sur Pérez qui a doublé Leclerc. Leclerc était justement au milieu de sa phase de graining avec ses pneus neufs, et c'est à ce moment-là, c'est Pérez qui a saisi l'opportunité. Est-ce qu'il y a d'autres satisfactions? Si t'en vois, Gerhard, si t'en vois pas, tu peux passer aux déceptions peut-être de ce Grand Prix. Juste un petit mot rapide sur Tsunoda. Encore une fois, encore un avec qui je ne suis pas toujours très tendre. J'ai trouvé Tsunoda plutôt, encore une fois, rafraîchissant en particulier le début du Grand Prix. J'ai l'impression qu'il a un peu périclité après, hein, mais j'ai pas trop suivi, j'avoue. Tout à fait. Hein. Mais c'était compliqué pour lui après. Hein. Le début du Grand Prix, il a une bataille avec Hamilton où il se laisse pas du tout faire et il est serein et Hamilton n'arrive pas à le dépasser honnêtement pendant je sais plus combien de tours, mais c'était sympa. Hein. C'était une phase, c'était cool. Hein. Vraiment sympa à voir et d'autant plus venant d'un petit rookie qui a pas toujours tout le temps brillé de par sa conduite cette année, quoi. Donc non, un plus un pour Tsunoda sur ce Grand Prix. Ok, non, c'est surprenant. Après, je pense que c'est vrai que j'ai trouvé la réalisation un petit peu meilleure que celle du Grand Prix précédent. On n'avait pas pu voir au final beaucoup d'actions, en tout cas l'action qu'il y avait sur le circuit. Le caméraman, le réalisateur, on va dire, n'arrivait pas trop à nous la montrer. Là, en l'occurrence, on l'a un peu vu et on avait vu justement cette résistance de Tsunoda qui était virile mais correcte. Et au final, a obligé Hamilton à devoir s'employer. Voilà, alors dans les déceptions de ce Grand Prix, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que comme déception, on a justement l'écurie Aston Martin en particulier quand même qui on pourrait encore faire des blagues sur James Bond qui est enfin sorti au cinéma. Mais eux, ils sortent des stands, mais c'est pas pour faire énormément de choses, en tout cas énormément de performances par rapport à ce qu'on attend d'eux, non, Niki? Ouais, Aston Martin, depuis le début de saison, je trouve que c'est décevant. C'est milieu de grille, c'est ventre mou et contrairement à Alpine où Alpine, il y a quand même des pics de performance. Aston Martin, il n'y en a pas. En fait, c'est vraiment l'écurie qui va toujours finir entre la 8e et la 14e place, quoi. Mm-hmm. Donc c'est vraiment l'écurie dont tu regardes à peine les performances et c'est vrai que c'est quand même assez décevant si on regarde un petit peu l'historique et la montée en puissance qu'ils ont eu tout au long de ces dernières années. On était, je pense, en droit de s'attendre à mieux. Et là, c'est vraiment décevant, je trouve, cette année. Et encore plus avec un pilote expérimenté comme Vettel, quoi. Tu attends qu'il apporte peut-être un peu plus, mais les performances de la voiture sont clairement pas au rendez-vous, quoi. Ouais, alors moi, je sais plus quand est-ce que je me faisais la réflexion. C'était par rapport à l'incident qu'il y avait eu sur le Grand Prix précédent avec Stroll qui avait pas vu Vettel et qu'il avait à peu près percuté et les commentateurs de la F1 disaient que oui, il s'était expliqué à l'issue du Grand Prix, mais que Sébastien s'était pas trop énervé. Moi, ça me faisait marrer parce que je me suis surtout dit que Sébastien s'était dit qu'il allait pas trop s'énerver avec le fils du patron. Oui. Mais voilà, bon, Aston Martin, c'est pas brillant cette année. On a Ocon qui arrive à se hisser en 10e position avec ce choix un peu particulier de ne pas s'arrêter.
On a Alfa Romeo. Alors, peut-être parler d'Alfa Romeo. Alors, pas vraiment une déception sur ce Grand Prix, mais une performance relativement, on va dire, très, très moyenne de leur part sur ce Grand Prix. Mais il y a quand même ces rumeurs de rachat de l'écurie. Voilà, on évoque justement le rachat de l'écurie Alfa Romeo. Est-ce que vous avez des infos à ce sujet, Niki ou Gerhard? Alors, j'en ai entendu très très rapidement parler là pendant le Grand Prix, mais je t'avoue que j'ai pas noté du tout. Ouais. Alors en gros, c'est Andretti qui est censé justement étudier le rachat d'Alfa Romeo, écurie Sauber. Donc c'est un peu dans les tuyaux avec un Vasseur qui lui-même dit, en tout cas n'a pas spoilé d'infos particulières sur le sujet, mais ça a l'air quand même d'être assez sérieux comme piste. Et on peut justement, c'est intéressant d'évoquer ce sujet parce on a un Raikkonen qui arrête la F1 à l'issue de cette saison. Moi j'avais vu des images, j'avais pas trop conscience de ça, mais visiblement ça a l'air vraiment épuisant pour lui cette année, et même tous les autres pilotes sur le paddock ont l'air de lui faire la gueule. C'est ce qu'on a pu voir sur les images de Canal+ en tout cas. Et puis Giovinazzi qui fait pas non plus beaucoup de vagues dans un sens comme dans l'autre sur ce Grand Prix. 12e position. Est-ce qu'on s'appesantit encore sur Alfa Romeo? Est-ce qu'on passe à autre chose, hein? Mais en même temps, pas grand-chose non plus rien de particulièrement surprenant dans les écuries, peut-être un peu plus reculées que les top teams, Gerhard. Non, effectivement, moi, l'histoire d'Alfa Romeo, j'étais pas au courant du tout. Tu me l'apprends. Effectivement, mis à part un Giovinazzi qui était aux portes de la 10e place, il me semble, derrière Ocon, il n'y a pas grand chose qui s'est passé sur ce Grand Prix pour quoi que ce soit en qualif pendant la course. Donc c'est pareil, hein, Alfa Romeo, c'est le ventre mou du bas de tableau, où ils n'arrivent pas vraiment à capitaliser sur des éléments de course pour gagner des points, comme Williams peut le faire par exemple. Après, est-ce que la Williams cette année n'est pas meilleure que l'Alfa Romeo de cette année? Peut-être c'est peut-être une question aussi. Ouais, je pense que là, à l'heure actuelle, ils sont meilleurs, mais ils ont aussi Williams a été racheté par des gens qui ont les moyens et qui leur ont certainement permis de faire des évolutions sur la monoplace qui leur ont fait regagner. Ils sont pas passés. C'est pas juste le talent de notre ami Russell et un petit peu de talent de notre ami Latifi qui ont fait que tout d'un coup Williams est arrêté d'être à peine au-dessus des As et s'est mis à se qualifier en Q3 comme ça. Il y a eu quand même de l'argent. Il y a eu du pétrodollar dans le réservoir de la. Oui, et puis il y a le moteur Mercedes comparé au moteur Ferrari. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est sûrement pas qu'une histoire de pilote, hein, mais c'est vrai que ce qu'on peut voir du coup, c'est que les Williams s'en sortent plutôt bien cette année, enfin relativement parlant, par rapport à des Alfa Romeo que peut-être on attendait au-dessus des Williams au début de l'année. Mais à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Ce serait peut-être pas plus mal pour Alfa Romeo, du moins dans un premier temps, de se faire racheter par Andretti, qui va arriver forcément avec des ambitions et qui va peut-être mettre un petit peu d'argent pour essayer de faire quelque chose, comme on avait pu le voir avec As au tout début. Ça commence à remonter maintenant, mais voilà, au tout début où ils sont arrivés en F1, où ils avaient des bonnes performances. Voilà, ça peut être pas mal pour Alfa Romeo et ça peut leur permettre de remonter un petit peu la pente. Ouais. Parce que là, on sent que ils sont dans un entre-deux où ils savent pas trop de quoi est fait leur avenir. Tu sens que Ferrari a pas trop envie de mettre de pognon dedans. Donc voilà. Ouais. Après, c'est un petit peu compliqué pour eux, quoi. Après, ils ont surtout annoncé alors peut-être moins que As, mais dans une certaine mesure, qu'ils feraient très peu de développement en 2021 et qu'ils se concentraient sur 2022. Et c'est ça qui fait que on a l'impression effectivement de Grand Prix en Grand Prix. Ils progressent certainement pas. Ils sont plutôt en train de régresser par rapport à d'autres écuries qui, elles, je pense, font encore un peu de développement ou encore de l'argent. Voilà, je sais pas, on a peut-être fait le tour. Moi, j'avais peut-être un sujet justement en lien avec ce qu'on vient de dire là sur justement l'argent dans la F1 à aborder. C'est que là, on a justement le directeur sportif de la F1, Ross Brown, qui justement disait cette année c'est cool parce que il y a un budget plafonné
Alors le budget plafonné pour les écuries cette année, c'est environ 125 millions d'euros. Il dit que justement, ça permettait que ça soit serré un petit peu cette année, notamment entre Mercedes et Red Bull, etc. Sachant qu'il faut aussi noter que c'est prévu que les budgets continuent de diminuer sur la saison 2022 et 2023. Bon, alors diminuer, c'est de quelques petits pourcents. Je pense qu'on reste autour de 120 millions d'euros pour chacune des écuries. Est-ce que vous partagez ce jugement sur le fait que voilà, ce budget un peu plafonné, ça permet c'est ça qui fait que c'est serré cette année, ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que ça vous inspire, Gerhard? Est-ce que c'est à cause de ça que c'est serré cette année? J'en suis pas convaincu. Est-ce que ça joue? Oui, très probablement. Le fait que le budget soit capé, on a vu que pour les écuries, ça a des vraies conséquences quand il y a des crashs, par exemple. Un crash d'une voiture qui est à refaire, c'est 1,5 million à peu près de budget qui est pris sur le budget total. Donc c'est autant qu'en fait on peut pas mettre autre part. Donc ça a nécessairement une incidence. Après, c'est aussi à mettre dans un contexte où on change de régulation l'année prochaine. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est un peu une année pivot et que ça serait, je pense, un peu précipité de dire que c'est à cause de ça qu'on a la bataille serrée cette année. Je pense qu'effectivement, encore une fois, c'est probablement un élément à prendre en compte sans être forcément l'élément unique et la raison du championnat qu'on peut voir. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix d'Istanbul en Turquie. Et c'est peut-être le moment justement de passer aux 5 informations inutiles de la semaine par notre ami Sébastien Vettel. Écoutez ça. So box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Comme les gommes ne s'usaient pas, il semblerait qu'Esteban Ocon soit rentré en France avec le même train de pneus que pendant la course. Pierre Gasly s'est trompé de Grand Prix pour harponner un adversaire. Il fallait le faire en Angleterre, c'est là que les commissaires faisaient la sieste. Checo n'a pas entendu le box-box de son team. Lewis était juste là pour lui montrer le chemin et l'accompagner. Ce n'est que de la camaraderie. Pour 2022, Pirelli prévoit un jeu d'interslick pour les conditions mi-humides, mi-sèches. Au nombre de points, Aston Martin est plus proche de Williams que d'Alpine. C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Voilà. Bon, c'était sympa ces 5 informations inutiles de notre ami Sébastien. On va peut-être passer à parler du prochain Grand Prix et puis encore revenir sur les magnifiques pronostics de nos amis merguezers. Prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines. C'est le Grand Prix des États-Unis à Austin. On part sur le continent américain pour ce 17e Grand Prix de la saison. Alors, je vais peut-être directement demander à Gerhard ce qu'il en pense de tout ça. Où est-ce que ça va nous mener, ce circuit américain? Est-ce qu'il a déjà un avis sur ce circuit, un avis sur quelle écurie va tirer son épingle du jeu de ce lointain pays qu'est le Texas? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Gerhard? As-tu déjà un pronostic à nous soumettre? Moi, je suis pas très fan de ce circuit en général. Je pense que il y a des circuits qui sont plus intéressants sur le plateau, j'allais dire, sur le championnat. Mais c'est, je pense, historiquement un circuit qui sied plus à des voitures comme la Mercedes. Est-ce que cette année on va pouvoir voir les Red Bull qui arborent leurs bottes de cow-boy et je crois que c'est ce qu'ils avaient fait il y a quelques années, Ricciardo et Verstappen, où ils étaient habillés plus ou moins en cow-boy dans leur monoplace, ce qui est assez intéressant à voir. Moi, je me rappelle excuse-moi de t'interrompre, je me rappelle plus de Gasly et Tsunoda qui s'étaient mis en déguisé un peu avec qu'on appelle ça les culottes de peau pour le Grand Prix d'Autriche, il me semble, cette saison. Mais bon, ça c'est chacun possible. C'est possible. Et donc du coup, en termes de souvenirs aussi pour les États-Unis, Fernando n'est pas là, mais c'est aussi, je crois, le premier Grand Prix où on a vu les Ferrari complètement à la rue quand elles ont changé leur moteur il y a 2 ans après la mise au clair des réglementations, ce qu'on pouvait pas faire. Bref, c'est plein de souvenirs ce circuit, mais je pense que ça restera un circuit Mercedes cette année encore. Donc, en termes de pronostic,
je vais te dire. Attention, dis rien. Je vais juste rappeler ton pronostic précédent pour ce Grand Prix d'Istanbul. Tu avais pronostiqué une victoire de Max Verstappen, suivie de Lewis Hamilton et de Lando Norris. Donc voilà. Très bon. Moyen moins comme on dit au Périgord. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais je pense quand même que Hamilton, Bottas, Verstappen, ça me paraît un bon podium. C'est plutôt osé, ouais. Podium, hein. Là, plutôt osé. Et toi, Niki, tu n'étais pas là pour non, j'étais absent. Je sais. Ouais. Je sais même plus ce que j'avais, mais j'étais pas là. Alors attends, mais je vais te dire un truc. Tu sais ce que tu faisais à ce moment-là? Tu étais en train de regarder un match de foot de l'équipe de France, je crois. Non, c'est même pas sûr. Ouais, c'est ça. Très franchement, c'est même pas sûr. J'ose pas le dire, mais à mon avis, c'était parce que c'était comme match, mais si c'était un amical ou un truc comme ça. C'est Christophe Dubarry qui m'a dit. Moi, non, je pense pas. Je pense que j'étais même pas en train de regarder. Mais mais bon, toujours est-il que j'aurais pas mis Bottas, Verstappen, Perez. Donc là, j'avoue, j'aurais pas du tout mis ça pour la Turquie. Ok, mais là, pour Austin, Texas, baby. Pour Austin, moi, je vais mettre Hamilton, Verstappen et Norris en 3. D'accord. Je me dis que les McLaren vont peut-être reprendre un peu de poil de la bête. Et moi, je suis un peu comme Gerhard, c'est loin d'être mon circuit préféré. Austin, donc je suis pas non plus ultra inspiré. Je me dis que voilà, les McLaren ont peut-être leur carte à jouer sur ce tracé. Très, 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 très bien. Bah, écoutez, moi, je suis pas trop fan non plus du circuit d'Austin, mais confidence personnelle, confidence perso, ce soir, c'est que j'ai habité Austin dans ma petite vie. J'ai habité là-bas. Et mon pronostic pour ce Grand Prix, c'est première place de Lewis Hamilton, deuxième place Valtteri Bottas, troisième place Max Verstappen. Le copieur. Copieur, ouais, en effet. Mais bon, c'est comme ça va être le bon pronostic. Au final, c'est comme ça. Pour une fois, on aura le bon pronostic. Je crois que ça sera la première fois depuis le début de la saison. On était sur le 17e Grand Prix. Il n'y a toujours pas de bon pronostic de côté de l'équipe des Merguezards, mais bon, on vous promet, ça va venir. Après, il y a 20 pilotes, hein, c'est compliqué de donner le tiercé dans l'ordre. Hein. Il y en a qui passent leur vie à ça, qui n'y arrivent jamais. Donc, bon, en 17. Après, je sais pas, peut-être que si on misait de l'argent, il faudra faire ça sur le prochain. Non, il faut qu'on ait beaucoup plus d'experts qui viennent donner leur pronostic. Tout à fait, exactement. Mais c'est vrai que là, on était un petit peu déçus de l'absence de certains. On espère que d'autres vont revenir, mais après, voilà, c'est aussi la fin de l'été, le début de l'automne. On allume le chauffage, on a froid dans la maison. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé. C'était chouette. Et puis la saison continue d'être passionnante, même si ce Grand Prix était peut-être un petit peu moins sympa que les autres. En tout cas, on avait peut-être plus d'attentes. Mais c'était quand même un dimanche après-midi, somme toute relativement agréable, même si un petit peu soporifique dans certains virages. Si vous avez un mot à dire ou à ajouter, c'est le moment, les gars. Une info peut-être de dernière minute. Si moi j'ai vu un truc passer quand même avec par rapport au calendrier de la saison prochaine, où il compte, où la F1 donc compte mettre les courses sprint, les fameuses qualifs sprint, sur à peu près un tiers des grands prix. Ah ouais. J'avais pas vu cette info. J'ai vu passer ça, un calendrier avec 23 dates, comme ce qui était prévu, je crois, cette année. À l'origine, avec donc le Grand Prix du Qatar donc qui vient s'officialiser. Enfin là, le premier aura lieu là dans quelques semaines et donc qui va devenir récurrent à partir de l'année prochaine. Mais quelques pilotes et Sébastien Vettel en tête qui commencent un petit peu à râler et à se poser des questions sur justement la multiplication des dates, sur sur des fois les trajets en fait, la position des grands prix sur le calendrier par rapport à leur position géographique. Oui. Vettel qui se posait la question,
notamment par rapport à tous les mécaniciens, etc., où en gros, ils disaient, nous, les pilotes, on rajoute une date, à la limite, on va pouvoir gérer, mais c'est plus pour où ils se posaient la question par rapport aux mécaniciens, par rapport à tout le staff d'une écurie, c'est-à-dire si on continue à ajouter des grands prix, à un moment donné, ça va devenir très très compliqué pour eux. Donc, et j'ai vu aussi un directeur d'écurie, je me demande si c'est pas Fred Vasseur, justement, qui pareil était pas trop pour justement ajouter toujours plus de grands prix, toujours plus de dates. Donc voilà un petit peu les dernières infos, mais bon, on a déjà eu l'occasion de parler des qualifs sprint sur 7-8 grands prix la saison prochaine. Bon, je demande à voir. Je suis autant là sur ces 3 grands prix, je crois, cette année. Ouais. On a les qualifs sprint. Je trouve ça bien. La 7-8, je suis un peu plus circonspect, mais on verra bien. Moi, j'avoue que ça ne me plaît pas particulièrement, ces qualifications sprint. Mais après, je laisse Gerhard répondre sur soit les qualifications sprint, soit la neutralité carbone pour la Formule 1 à 2030, théoriquement. Oui, c'est sûr qu'en rajoutant des circuits, 10 circuits par an, on va arriver à la neutralité carbone. Mais ils vont avoir un nouveau carburant plus propre, apparemment. C'est ça la trick. Ok. Ouais, non, visiblement, Sébastien Vettel va mener la lutte ouvrière au sein du paddock. Okay. Après avoir fait le balayeur, d'ailleurs, tout à son honneur, dans des stands après un Grand Prix, je sais plus lequel. Tout à son honneur, c'est bien d'avoir des pilotes qui s'engagent un peu qui se posent aussi la question de toutes ces personnes qu'on voit pas forcément à l'écran, mais qui font partie intégrante du monde de la Formule 1. Ouais, moi, j'ai vu une autre petite merguez passer de notre ami Christian Horner qui se pose des questions sur le pic de performance des moteurs Mercedes. Oui, j'avais noté. Et qui se dit il y a peut-être anguille sous roche. Donc il y a aucune contestation formelle qui a été faite à ce stade-là, mais il y a une contestation auprès des grandes instances, mais potentiellement ouais. Ça je l'ai vu, oui. Ça je l'avais noté, j'avais mis Mercedes impressionnant en ligne droite, ce qui permet à Chris Horner de remettre une pièce dans la machine. C'est exactement ce que j'avais noté. Bon, écoute, et moi j'ai adoré quand même la déclaration où il dit on n'a pas déposé de réclamation, mais on a posé des questions et ce que toutes les écuries sont en droit de faire. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à s'être posé la question. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est Chris Horner qui remet une pièce dans la machine. Voilà. Mais c'est vrai que Mercedes était quand même assez impressionnant là en ligne droite par rapport à ce qu'ils nous ont habitués depuis le début de saison. Ouais. Non, mais c'était intéressant ces petites infos merguez sur la fin de l'émission. Je vous remercie tous les deux. C'était cool. C'était une très bonne émission. Et puis, merci à toi. Ouais, et puis je vous souhaitais rendez-vous après le prochain Grand Prix d'Austin, Texas. Salut à tout le monde. Ciao. Bonne soirée, salut. Salut à tous.